Bonjour à tous. Cette vidéo présente la première section maintenance, enjeux et stratégie de la première partie intitulée Organisation et méthodes de maintenance ou la gestion et stratégie de la maintenance industrielle. Dans ce module, nous mettons en lumière les enjeux et la stratégie de la maintenance industrielle. Nous aborderons 1. Le coût de la non-maintenance. 2. La problématique de l'entreprise d'aujourd'hui. 3. La fonction maintenance. 4. Qui doit pratiquer la maintenance. 5. Comment faire. Et enfin 6. Conclusion. Cette série de vidéos est particulièrement pertinente pour divers profils de secteurs industriels. Elle s'adresse à un large éventail de professionnels, chacun concerné par les enjeux de la maintenance. Ce contenu est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de plusieurs catégories d'acteurs industriels. 1. On trouve les ingénieurs et responsables au sein de l'entreprise industrielle pour optimiser les stratégies de maintenance et améliorer la performance globale des équipements. 2. Les nouveaux techniciens recrutés en maintenance ou en production pour acquérir les bonnes pratiques dès leur intégration et gagner en efficacité opérationnelle. 3. Les créateurs de start-up pour garantir un démarrage fiable de leur installation et éviter les arrêts imprévus qui compromettent leur croissance. 4. Les étudiants en école d'ingénieur ou bien en licence en phase de projet de fin d'études pour mieux comprendre les enjeux industriels de la maintenance et intégrer des solutions pertinentes dans leurs projets. 5. On trouve aussi les chefs d'entreprise ou bien les responsables financiers pour dépasser la vision purement comptable de la maintenance et en percevoir la valeur stratégique à moyen et long terme. Enfin, 6. Les techniciens souvent orientés vers la simple notion d'entretien, faute de formation spécifique à la maintenance pour élargir leur compréhension du rôle de la maintenance et évoluer vers une approche plus proactive et préventive. Premièrement, le coût de la non-maintenance. Les exemples évoqués ci-après sont issus de situations fréquemment rencontrées dans la pratique courante ou observées dans divers contextes professionnels et sociaux. Exemple numéro 1, dégradation progressive de fonction. La biscuiterie fabrique des biscuits enrobés de chocolat. Celui-ci passe dans un tube où il est maintenu à une température lui permettant d'être suffisamment liquide pour enrober, à sa sortie du tube, les biscuits arrivant sur un tapis roulant. Le chauffage du tube s'effectue grâce à une résistance, mais depuis quelque temps cette résistance montrait des signes de fatigue, le temps de chauffe était plus long. Personne ne s'en est inquiété jusqu'au jour où la résistance a lâché, le chocolat, n'étant plus chauffé, a durci dans le tube. Conclusion, arrêt complet de la chaîne de fabrication, perte de la production en cours, démontage complet de l'installation pour nettoyage du tube alors que le changement préventif de la résistance n'aurait duré qu'un quart d'heure et n'aurait coûté que quelques euros. Exemple numéro 2, panne durable. L'entreprise de menuiserie industrielle X s'arrête de travailler pendant 36 heures. Motif, les lignes de fabrication des portes et fenêtres manquent de matières premières. Explication, l'entreprise reçoit directement son bois de l'étranger, bois exotiques, sous forme de troncs d'arbres. La première ligne de l'entreprise est dédiée au sciage des troncs sous forme de planches. Un quart d'âne de la chaîne d'entraînement de la scie s'est rompu brusquement. Il n'y en avait pas en stock. La ligne de sciage est d'origine allemande. La pièce commandée est arrivée au bout de 24 heures. Et pourtant, cette panne avait déjà eu lieu. Exemple numéro 3, accident grave et image de marque dégradée. Le directeur de l'entreprise Z vient d'être lourdement condamné. Motif, un de ses ouvriers a eu le bras arraché par une des machines de l'unité de production. Cette machine n'était pas entretenue et n'était pas munie des organes de sécurité, ligne de vie, imposée par la législation. Outre la perte de production nécessitée par l'arrêt complet de l'atelier pour dégager l'ouvrier, les pénalités de retard à cause des retards de livraison ainsi que les sanctions financières pénales mettaient en très grosse difficulté l'entreprise, malgré un contrat d'assurance bien choisi. L'entreprise était, jusqu'à cet accident, jugée très performante. Son image de marque s'est brusquement dégradée. Il est difficile de dire, actuellement, si elle va s'en sortir. Exemple numéro 4, maintenance mal effectuée.
Un employé brûlé par un jet de soude, un technicien condamné. Motif, une erreur de raccordement lors de travaux sur un circuit de tuyauterie. Et voici des douches alimentées à la soude et non plus à l'eau. La gravité de l'accident s'est trouvée limitée par le fait que l'ouvrier qui prenait sa douche avait fermé les yeux au moment où commençait à jaillir le liquide. Le technicien responsable du raccordement et son responsable ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis ainsi qu'à rembourser de très lourdes sommes à sa victime et à la sécurité sociale. Exemple numéro 5, maintenance non effectuée. Une personne ouvre la porte d'accès d'un ascenseur situé au 13e étage, elle tombe dans le vide et se tue. L'organisme gestionnaire de l'immeuble lourdement condamné. Motif, la maintenance de l'ascenseur n'avait pas été effectuée depuis 4 ans alors que la loi oblige une visite préventive tous les mois et le changement des organes de sécurité tous les 6 mois. La société civile immobilière gérant l'immeuble a invoqué pour sa défense le manque d'argent dû aux rentrées aléatoires des loyers et que la maintenance n'était pas une priorité. Le directeur de la société a été condamné à une peine de prison ferme et a versé une prestation financière très lourde à la famille de la victime. Ces 5 exemples traduisent la non-efficacité de l'entreprise, parce que dans chaque cas, le chef d'entreprise, les cadres techniques et administratifs n'avaient pas l'esprit maintenance. Dans 4 cas sur 5, on a préféré subir la défaillance plutôt que la maîtriser. Pourquoi ? Très certainement à cause d'une politique à court terme. L'entretien est une nécessité que le responsable de production subit en grinçant des dents. 2. Le financier trouve que c'est trop coûteux, frais d'intervention, frais de personnel, stock de pièces détachées, etc. et ne voit que ses échéances de fin de mois. Les derniers exemples traduisent l'ignorance du risque de la part des acteurs de l'entreprise. Les accidents du travail tout comme les accidents de la route n'arrivent pas qu'aux autres. Dans le 3e cas, il y a ignorance, volontaire, de la législation sur la sécurité de la part du chef d'entreprise. Dans le 4e cas, c'est la répétition de gestes analogues, effectués dans des conditions analogues, qui conduit à des situations accidentelles ou quasi-accidentelles analogues. L'habitude mais aussi le travail dans l'urgence conduisent à des interventions non préparées, donc fatalement improvisées. Dans le 5e, c'est l'inconscience et la vue à court terme du directeur de la société gérante de l'immeuble qui entraînent un accident mortel. Pour l'ensemble des accidents, la sécurité est mise en accusation, mais on a préféré enrichir les actionnaires. Dans ce contexte, la connaissance des mécanismes qui ont conduit à ce type de situation et des mesures prises pour les prévenir est fondamentale pour mettre en place, dans les usines, les services ou les immeubles, les procédures et conditions de travail propres à réduire les accidents. Cette non-efficacité coûte, on s'en doute, très cher à l'entreprise non seulement en termes financiers mais aussi en termes de crédibilité. Pour diminuer cette non-efficacité, il est donc important de la situer. Pour cela, un diagramme très significatif. Qui est inefficace ? La production, car elle est responsable des micro-arrêts, des ralentissements, des arrêts pour changement d'outils, de production. La maintenance si les arrêts pour entretien sont mal planifiés, si les dégradations de fonctions sont ignorées, si les pannes durent trop longtemps. Les dirigeants qui n'ont pas su appréhender les problèmes de maintenance, qui n'ont pas su, ou voulu, investir en moyens humains compétents. Cependant, le concept de coût ne saurait justifier à lui seul le développement de la fonction maintenance en entreprise. Nous retiendrons aussi la sécurité des biens et des personnes, industrie nucléaire, aéronautique, transport, etc., et la notion de qualité si l'on se réfère à la norme ISO 9001 et à l'ISO 14000 pour l'environnement. Mais, les hommes de l'entreprise, en général, sont aussi responsables de l'inefficacité dès lors que les consignes d'utilisation des machines et de sécurité ne sont pas respectées. Alors comment faire ? C'est toute la problématique de l'entreprise d'aujourd'hui. Deuxièmement, la problématique de l'entreprise d'aujourd'hui. La fonction principale de l'entreprise, qu'elle soit industrielle ou de service, est de produire, mais selon 3 objectifs techniques bien précis. 1. La fonctionnalité des lignes de production ou des services, assurer les fonctions prévues. 2. Les performances, réaliser les fonctions avec les performances requises. 3. La sûreté de fonctionnement, réaliser les fonctions quand on le désire et avec sécurité. Si la fonctionnalité des lignes est liée directement à leur conception, leur performance et leur sûreté de fonctionnement vont être fonction de l'environnement dans lequel elles vont travailler. Elles doivent donc bénéficier d'un processus de soutien, au sens de la norme ISO 9001, 2000, qu'on appelle
soutien logistique. La maintenance est par définition un processus de soutien de la production. La volonté de conserver et d'entretenir les biens matériels ne date pas d'hier. En 97 ans après Jésus-Christ, Sextus Julius Frontinus, curateur des eaux à Rome, avait la charge de l'exploitation et de l'entretien des aqueducs. Ensuite, le mot « mainteneur », forme archaïque du mot « mainteneur », apparu dans la langue française en 1169. Mais ce n'est qu'avec l'ère industrielle que la notion d'entretien devint vraiment nécessaire, c'était l'ère du « je casse, tu répares ». Néanmoins, jusqu'en 1950, la fonction correspondante était considérée comme secondaire, dépensière, d'aucun intérêt. Elle portait d'ailleurs le nom d'entretien, appellation qu'on continue à trouver encore aujourd'hui. C'est dire si les mauvaises habitudes ont la vie dure. Service excentré de l'entreprise, l'entretien utilisait des graisseurs, régleurs, mécaniciens, électriciens, catégorie sociale basse, toujours les mains dans la graisse, vis-à-vis de la production. D'où les nombreux conflits qui existaient alors entre les deux castes, résultat probable de la volonté d'ignorer les problèmes de maintenance de la part des centres d'études, de recherche et de formation qui se sont intéressés pendant trop longtemps uniquement à la production, la fabrication ou la conception. Mais surtout des décideurs, pour qui le redémarrage d'une ligne devait être le plus rapide possible, production de masse oblige. Le concept de maintenance d'un équipement est apparu pour la première fois en 1954, dans l'armée américaine, mais on a commencé à s'y intéresser vraiment qu'au début des années 80. Depuis cette date, la gestion de la production a bien évolué, développement des ateliers flexibles, recherche des 5 0 de la qualité totale, 0 défaut, 0 panne, 0 délai, 0 stock, 0 papier. Production à flux tendu, visant à réduire le plus possible le stock de matières premières et de composants, et donc les coûts de financement qui en résultent, etc. Cette méthode d'organisation implique la maîtrise simultanée de la qualité, 0 défaut, et surtout la fiabilité des équipements de production, 0 panne. Comme la maintenance a pour mission d'éviter les pannes de ces équipements, il a fallu réfléchir, comment ne plus avoir à dépanner. La pétrochimie, le nucléaire, les transports ont été des éléments initiateurs de la maintenance d'aujourd'hui. Les risques encourus étant tellement élevés dans ces domaines, il valait mieux les prévenir plutôt que de les subir, tout en évitant des coûts ou des surcoûts trop élevés. Ainsi Tchernobyl n'aurait peut-être pas eu lieu, c'était en 1986, si les ingénieurs avaient disposé des crédits nécessaires à la mise en sécurité du réacteur, si on avait doublé certaines commandes sécurité de fonctionnement par redondance, etc. La maintenance a donc évolué avec les équipements mais aussi avec les hommes. Elle s'est engagée dans la lutte, directe ou indirecte, contre le gaspillage. Elle apporte la flexibilité nécessaire à l'adaptation de l'opération de production à un système en évolution rapide. La figure suivante montre l'évolution de la fonction maintenance au fil des ans. Par conséquence, la maintenance a un coût. Actuellement, on peut l'estimer entre 3 et 4% du chiffre d'affaires lorsqu'elle est bien gérée. On peut aussi l'exprimer en fonction du coût de revient d'un produit, car c'est plus parlant. Celui-ci s'exprime par coût de revient égale coût des matières premières plus coût de transformation. La maintenance intervient bien sûr dans le coût de transformation, il atteint maintenant 10 à 30% de celui-ci, et il est clair que si on arrive à diminuer les coûts de maintenance, on diminuera d'autant le coût de revient. Diminuer le coût de maintenance, ce n'est pas, bien sûr, diminuer les actions maintenance ou les externaliser, mais tout au contraire, c'est mobiliser l'ensemble des services et du personnel pour participer à l'effort maintenance et mieux le gérer. Or, on se rend compte en 2003 que toutes les entreprises ne sont pas prêtes à cet effort. Si les dirigeants d'AZF à Toulouse avaient su mobiliser leurs troupes, peut-être la catastrophe n'aurait pas eu lieu. On comprend mieux l'implication et le rôle important du service maintenance dans toutes les entreprises de fabrication, d'exploitation et de services ayant des immobilisations importantes. Une des voies pour arriver à garantir la maîtrise des coûts et préserver le capital investi est d'utiliser, de manière optimale, l'outil de production afin de diminuer les frais généraux tout en créant de la valeur ajoutée. Il est donc nécessaire de bien connaître 1. Ses conditions d'utilisation. Adaptation des processus et des personnels, cadence compatible, réglage adéquat, ambiance d'utilisation, température, hygrométrie, etc. 2. Sa production qualité du produit, disponibilité, taux de rendement, productivité. 3. Ses conditions d'entretien choix de la méthode d'entretien, préparation des interventions, adaptation des effectifs et de la qualification,
adaptation de la logistique. 4. Ses coûts. Coût de défaillance, coût moyen de fonctionnement, coût global d'utilisation. 5. Son cycle de vie, surveillance de la dérive, attente de l'apparition de l'obsolescence, surveillance du moment opportun de remplacement. 6. Sa sécurité accident de personnes, protection de l'environnement. Cette connaissance totale de l'équipement de production conduit naturellement à un meilleur rendement de fabrication, une meilleure gestion des équipements et machines, une meilleure efficacité de la maintenance, une meilleure ambiance de travail. La figure ci-contre montre clairement la problématique de l'entreprise. Ces 4 facteurs sont générateurs de profit, dans le bon sens du terme. Sur cette figure, on voit apparaître parallèlement à la fabrication, les notions de gestion d'équipement et d'efficacité de la maintenance. Ces 2 notions sont très étroitement liées et constituent l'essence même de l'existence du service maintenance. On passe maintenant à la 3e partie, la fonction maintenance. 3.1 Définition. On commence par la définition selon la norme NF en 13306, qui dit que la maintenance est l'ensemble des actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destiné à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. On appelle bien tout élément, composant, mécanisme, sous-système, unité fonctionnelle, équipement ou système qui peut être considéré individuellement. Un bien va donc de la simple vis à la centrale nucléaire en passant par les logiciels. Un bien est conçu pour assurer une fonction donnée, fonction requise. Pendant un temps relativement long, compte tenu des opérations de maintenance, c'est la notion de bien durable et donc de cycle de vie. Maintenir ou rétablir, c'est donc intervenir sur un bien, dépannage, lubrification, visite, révision, amélioration, etc., afin de conserver le potentiel du matériel pour assurer la continuité et la qualité de production. Bien maintenir consiste à ainsi exploiter, sans perte subie, l'outil de production tout en effectuant avec rigueur la maintenance courante, efficacité. 2. Espacer le plus possible les arrêts programmés en diminuant leur coût et leur durée, c'est-à-dire en trouvant le meilleur compromis entre périodicité et durée, gestion optimisée. On voit donc que la notion de maintenance va bien au-delà de la simple notion d'entretien. La maintenance n'occulte pas la finalité du propriétaire du bien qui est de satisfaire sa clientèle, avec un produit compétitif fabriqué de façon profitable. C'est une fonction très importante dans l'entreprise puisqu'elle permet un fonctionnement optimal de l'entreprise, une productivité accrue, outil de production toujours à sa capacité maximale, et un produit de qualité. L'efficacité de la maintenance se traduit donc par 2 familles de paramètres se contrariant mutuellement, l'aptitude d'un bien à assurer sa fonction requise et les coûts. Le résultat ne peut être validé que si l'exigence est pertinente, le juste coût, par rapport à la performance requise. C'est tout à fait ce que nous recherchons. 3.2 Pour le coût du cycle de vie d'un bien LCC. D'après la norme en 13306, le coût du cycle de vie d'un bien est l'ensemble des coûts engendrés pendant le cycle de vie du bien. Cette définition est entièrement compatible avec le concept anglo-saxon de LCC, Life Cycle Cost. Nous retiendrons donc cette abréviation couramment usitée par les gens de la maintenance. Pour l'utilisateur ou le propriétaire, le LCC peut inclure les coûts relatifs à l'acquisition, à l'exploitation, à la maintenance et à l'élimination du bien. Or, l'expérience prouve que le ratio coût-performance requise, tout au long du cycle de vie n'a rien de linéaire et ne répond pas à des lois mathématiques facilement modélisables. Cela vient du fait que les conjonctures ont une forte influence sur les exigences, les stratégies d'utilisation et où les méthodes employées sont fondamentalement différentes selon les périodes considérées. La figure ci-contre donne une idée des coûts tout au long du cycle de vie du bien. On distingue 1. Le coût d'investissement initial de l'équipement, frais d'études, coût d'acquisition et coût de recette. 2. Le coût des mises au point, investissement supplémentaire ou dépenses d'exploitation exceptionnelles. 3. Les coûts d'exploitation composés des coûts de fonctionnement, matières premières, énergie et consommables, personnel et de maintenance. 4. Le coût de démantèlement, démontage et mise au rebut. Les coûts d'exploitation sont maîtrisés sur une période dite de routine, qu'on espère la plus longue possible et qui est liée aux choix technologiques initiaux. Après cette période, les pertes de performance,
liés à l'obsolescence et la vétusté du bien, obèrent les coûts de maintenance mais également les coûts liés à son indisponibilité. Le LCC est donc la somme de tous ces coûts cumulés année après année. Tout le problème est donc de trouver un compromis permanent entre les performances requises et le LCC. Et la stratégie de progrès, pour la maintenance consiste alors à mieux travailler pour diminuer ses propres coûts. La figure ci-contre représente le compromis performance requise ET-LCC. C'est de la saine gestion. 3. Ce que l'on constate sur le terrain aujourd'hui. Lorsqu'on rencontre les gens de maintenance à l'occasion de visites dans des PMI ou des administrations, on découvre des gens passionnés et passionnants mais trop souvent relégués, au sens propre comme au sens figuré, au fond des bâtiments. Les raisons en sont multiples. Distance culturelle importante avec la production. Chapelles techniques internes. Accaparement de la maintenance par les travaux neufs. Vision d'une activité, centre de charge, plus que centre de profit. Les modes de fonctionnement interne d'une entreprise sont fortement conditionnés par le poids de son histoire, outils de production plus ou moins âgés, organigramme des différents services peu évolutifs, culture d'entreprise, etc. Dans le domaine spécifique de la maintenance, un schéma prédomine encore, le dépannage pompier, c'est-à-dire des interventions limitées au seul cas, ou presque, de réparation après apparition d'une panne. Ce type d'intervention était tout à fait adapté à un contexte économique où seul le volume de production suffisait à s'assurer une part de marché avec la certitude supplémentaire de l'augmentation constante des bénéfices. En France et en Europe, on rencontre encore ce mode de gestion délibéré, même dans des domaines innovants comme l'agroalimentaire par exemple. Dans la majorité des cas, il s'agit d'un mode dégradé que subit le service maintenance qui entre alors dans la spirale du dépannage comme le montre la figure. Ce mode de fonctionnement se retrouve aussi souvent. 1. Dans les administrations qui recèlent souvent des cimetières, d'équipements en panne, mais souvent de petites pannes qui auraient pu être réparées. 2. Dans l'immobilier, ce qui peut se révéler très grave à terme, voir exemple 5 au début de chapitre. En la suite on passe à la maîtrise de la fonction maintenance. Comment casser la spirale du dépannage? La réponse est connue, en mettant progressivement en place des actions préventives destinées à prolonger la vie de l'outil. L'idéal n'est certainement pas dans le tout préventif, beaucoup trop coûteux et techniquement utopique, mais dans un juste équilibre entre prévision et guérison. Une approche type coût global de maintenance, CGM, permet d'affiner le résultat. Le coût global de maintenance d'un bien est la somme de 4 composantes. Des coûts directs, main-d'œuvre, pièces de rechange et consommables, sous-traitance. Des coûts de structure maintenance, encadrement, méthode, fiabilisation, logistique, etc. Des coûts indirects, perte de production pour indisponibilité liée aux carences du service maintenance. Et des coûts de possession de matériel et pièces de rechange. La figure suivante montre l'optimisation des coûts par l'intersection entre le coût de non-production et le coût d'intervention. La maîtrise de la fonction maintenance consiste à rechercher des solutions aboutissant à minimiser le CGM, en étant conscient du principe fondamental, qui dit action dit réaction. Par exemple, chercher à minimiser le coût de possession de stock en diminuant la quantité de pièces de rechange stockées, peut entraîner une augmentation des coûts indirects, absence de pièces, bricolage, bout de ficelle, fonctionnement dégradé, ralentissement, etc. Il faut donc bien comprendre que toute action visant à réduire le coût d'une des composantes va entraîner une augmentation d'une ou de deux ou des trois autres composants et qu'il faudra trouver un compromis. Pour la place du service maintenance dans l'entreprise d'aujourd'hui. La promotion du service entretien en service maintenance consiste à le faire passer au statut d'une fonction essentielle et productive. Pour assurer sa mission au moindre coût, elle doit intervenir à 2 niveaux, auprès des concepteurs et auprès des utilisateurs. À l'intervention auprès des concepteurs. Dès le début de la conception d'une machine ou d'un équipement, le service maintenance doit s'assurer que le concepteur a pensé à sa fiabilité, à sa maintenabilité, faciliter le montage et le démontage, standardiser les outillages, accéder aux différents organes par des trappes de visite, etc. À l'approvisionnement en pièces détachées. Et aussi à sa disponibilité. En d'autres termes, le service maintenance a demandé au concepteur de faire évoluer sa manière de penser et son état d'esprit. C'est ce qu'on appellera soutien logistique intégré. B. Intervention auprès des utilisateurs. Le service maintenance doit faire en sorte que les biens mis en exploitation accomplissent leur mission conformément au programme prévu, à la qualité souhaitée, dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour les personnes et l'environnement. L'intervention sur les biens de production se fera tant que la démarche s'avérera rentable,
ce qui se traduira par un souci de coût minimum, maîtrise des coûts et préservation du capital investi. La maintenance constitue donc un acte économique qui retarde l'échéance du renouvellement de l'équipement de production. Un acte technique en maintenant ou rétablissant les caractéristiques fonctionnelles et de sécurité des biens de l'entreprise. C'est opposition du service maintenance. Le service maintenance est donc un service possédant son savoir-faire intégrant l'intervention mono ou pluritechnique, l'utilisation de méthodes et d'outils spécifiques pour l'analyse, le diagnostic, la préparation, l'exécution et le suivi d'une intervention, l'assurance qualité, la connaissance des nouvelles normes européennes. Dans ces conditions, les fonctions production et maintenance deviennent des fonctions horizontales, comme l'indique la figure 1.8. Mais attention, cette structure n'élimine pas les moments de conflit entre ces deux fonctions. Par contre, elle va imposer une concertation quasi permanente entre elles, ainsi que la connaissance réciproque des missions, contraintes et problèmes qui leur incombent. L'évolution future de l'entreprise va même vers un entrelacement étroit des fonctions, d'abord à cause d'objectifs communs, productivité, qualité, mais aussi par la convergence des moyens. La télésurveillance des chaînes de fabrication permet le pilotage de celles-ci, rôle de la production, mais également la détection et la correction de défaillances, rôle de la maintenance. 4. La quatrième partie répond à la question, qui est chargé de réaliser la maintenance? Qui doit pratiquer la maintenance? Le degré de maintenance que l'on doit apporter dans une entreprise est bien sûr lié à ses activités, donc au coût de non-efficacité que peut amener une défaillance. Ainsi, une industrie gérant un processus continu sera certainement plus pénalisée si une défaillance intervient sur la ligne de production. C'est ce qu'on appelle maintenance de production. En effet, au processus de fabrication lui-même, il faut également ajouter d'autres activités où la maintenance est partie prenante. 1. Les services incluant la production d'énergie, électrique, thermique, production et transfert de fluides, air comprimé, azote, acétylène, etc. 2. Les moyens communs, transport, manutention. 3. L'infrastructure, bâtiments, espaces verts, et BTP, génie civil. La maintenance des activités annexes à la production est encore appelée maintenance générale. Le tableau 1. 9 résume l'ensemble des 5 secteurs où toute entreprise peut se retrouver, soit sur un secteur, soit éventuellement en les associant. La figure ci-contre montre la classification des secteurs de l'industrie et des services. Par exemple, un producteur d'énergie, électricité, gaz, air liquide, etc., un opérateur de télécommunications sont des fournisseurs de services du secteur 3. Tunisair, la SNCFT appartiennent au secteur 4. Ainsi, les utilités, les moyens communs et l'infrastructure peuvent être étendus à la notion d'entreprise de service. Donc, une compagnie ferroviaire ou aérienne est une entreprise de service, dans laquelle les critères de sécurité et de disponibilité doivent être optimisés. La maintenance y est donc particulièrement essentielle. L'importance de la maintenance est flagrante dans les secteurs 1 et 4, où l'indisponibilité d'un maillon de la chaîne pénalise tout le reste. Dans ces conditions, il est évident que plus l'indisponibilité est coûteuse, plus la maintenance est économique. Plus la sécurité est en jeu, plus la maintenance s'avère obligatoire. Nous passons maintenant à la 5e partie. Comment faire? Le service maintenance, c'est une nécessité. La nécessité d'un service de maintenance dans une entreprise est donc tout à fait claire. Son positionnement vis-à-vis des autres services ne sera pas simple, on s'en doute. Le rôle du responsable maintenance va donc être primordial, en termes de compétences bien sûr, mais tout particulièrement en termes de communication. Il devra convaincre afin de valoriser l'image de son service, car les images négatives sont toujours tenaces. L'efficacité de la maintenance se traduit par un service responsable à qui on confie des missions et des moyens pour réussir ces missions. Les dimensions de la mission d'un service maintenance sont donc technique, entretien, réparation. Méthodologique, prévention, contrôle, sécurité. Organisationnelle, articulation maintenance production. Innovatrice, amélioration des performances. Financière, choix des méthodes et des investissements, recours à la sous-traitance. À travers cette description des missions, on voit déjà apparaître la notion de stratégie. Les stratégies de maintenance qui seront mises en place devront être rapidement précisées et expliquées par le responsable du service. 5.2 Mission du service maintenance. Le service maintenance a pour mission principale de maintenir en bon état de fonctionnement le patrimoine de production, de répondre aux attentes de la direction en alignant ses actions avec les objectifs de l'entreprise,
et de satisfaire les besoins du personnel de maintenance en leur offrant des conditions de travail adaptées et les ressources nécessaires. Mission numéro 1, conserver en bon état de marche et de performance le patrimoine de production ou d'exploitation. La figure ci-contre représente l'amélioration de la disponibilité des équipements de production. Un patrimoine représente des investissements importants pour lesquels il faut assurer un retour rapide, ce qui passe par une bonne disponibilité avec un niveau de rendement optimal. Sa maintenance ne se limite plus à sa simple remise en état. Le service maintenance doit à travers cette mission satisfaire les besoins de la production. Satisfaire les besoins de la production, c'est améliorer la disponibilité des équipements de production, figure 1.10. Améliorer l'interface production-maintenance, c'est-à-dire connaître et appliquer les méthodes et outils pour améliorer la communication, TPM, GMAO, ainsi que l'efficience. On remarque tout de suite que bien maintenir passe obligatoirement par une bonne connaissance des équipements. Mieux, on ne conçoit plus la conception ou l'achat d'un nouvel équipement sans une participation active, avec la production, du service maintenance, avis sur la capacité de l'équipement à répondre au cahier des charges, évaluation des coûts de maintenance et d'exploitation, puis participation aux négociations d'acquisition et à l'installation. Enfin, un service maintenance efficace étudie les méthodes de maintenance dans l'optique d'une durabilité prédéterminée des équipements de production et participe à la recherche d'amélioration et d'optimisation. Mission numéro 2, satisfaire les besoins de la direction. La satisfaction des besoins de la direction de l'entreprise peut s'effectuer à plusieurs niveaux. 1. Obtenir le coût global minimal pour les équipements. Rappelons que le LCC intègre les coûts d'exploitation composés des coûts de fonctionnement, matières premières, énergie et consommables, personnel, et de maintenance. La maintenance peut intervenir efficacement sur ces coûts d'exploitation à deux niveaux, en optimisant son propre fonctionnement, préparation des interventions, ordonnancement de ces interventions, etc., d'une part, en optimisant l'exploitation des utilités d'autre part. Les utilités regroupent les moyens nécessaires en énergie pour faire fonctionner les équipements. Électricité, eau, air comprimé, gaz, fluides hydrauliques, etc. Outre leur mise à disposition, il est souvent demandé au service maintenance de réduire ses coûts d'énergie en étudiant des contrats de sous-traitance, en recherchant des solutions plus économiques. On peut lui demander aussi de prévoir les arrêts intempestifs de ces utilités pouvant engendrer des coûts d'indisponibilité élevés. Les solutions mises en œuvre vont par exemple du groupe électrogène de secours avec système de mise en marche automatique ou non, à l'exploitation d'un système d'alerte aux orages afin d'anticiper les coupures du secteur. Le service maintenance suit également les coûts d'énergie des lignes de fabrication, ceci permettant de mieux appréhender les coûts réels de fabrication et d'exploitation. 2. Se mettre en conformité avec la législation sur la sécurité. La protection des travailleurs a fait l'objet, en Europe, de normes sévères et contraignantes pour les entreprises. Il faut alors vérifier la mise en conformité à ces normes sur chaque équipement ou élément d'installation. Les carences répertoriées, il faut établir des devis, engager des travaux et cela incombe bien sûr au service maintenance. Fréquemment, les responsables de maintenance participent à des commissions de sécurité et animent des politiques de prévention. 3. Se mettre en conformité avec la législation sur l'environnement. Grâce à sa vocation technique, à sa connaissance et à sa présence sur le terrain, le service maintenance est le plus apte à prendre en charge ces problèmes. A. Respect de l'environnement intérieur. Il impose de présenter un cadre accueillant aux visiteurs mais également de montrer aux travailleurs de l'entreprise le respect que celle-ci porte en leur assurant des locaux et installations sanitaires propres et décentes. Il est en effet difficile de demander des efforts de qualité et de soins dans le travail à des employés si la propreté de l'environnement, dans lequel ils travaillent, est elle-même négligée. Ces points sont souvent pris en compte dans les audits liés à la certification ISO 9000. B. Respect de l'environnement extérieur. L'époque où les impératifs de production justifiaient la détérioration de l'environnement par des rejets incontrôlés de polluants solides, liquides ou gazeux est révolue. Sans même verser dans une écologie militante, il est nécessaire de se préoccuper de cet aspect, sinon, tôt ou tard, un organisme agréé viendra le rappeler, ce qui est toujours fâcheux pour l'image de marque de l'entreprise. 4. Participer à la qualité des produits fabriqués. Cette mission prend de plus en plus d'importance avec la vague de certification ISO 9000, dont l'obtention est incontournable pour certaines industries.
La prise de conscience de la nécessité d'impliquer le service maintenance dans ce processus est récente. Cette préoccupation est extrêmement importante par exemple dans l'agroalimentaire, où des entreprises ont disparu rapidement à cause d'une bactérie introduite dans leurs produits. Les contraintes d'hygiène étaient-elles respectées lors d'interventions de maintenance? Par ailleurs, on a pu constater des interventions polluant les matières premières des produits fabriqués, lesquels sont quand même remis ensuite en fabrication. Dans ces conditions, le responsable maintenance et le chef de fabrication sont aussi responsables. 5. Participer à l'amélioration des coûts de fabrication. Cette mission est complémentaire de la précédente. Elle résulte de la nécessité de décloisonner les services maintenance et production pour une meilleure productivité et une meilleure qualité. Dans cette recherche, tout comme la précédente, l'homme de maintenance a un rôle important à jouer grâce à sa connaissance des équipements, sa fréquentation des hommes de production et sa connaissance de toute l'entreprise. 6. Participer à l'image de marque de l'entreprise. Cela passe par l'entretien des bâtiments administratifs et industriels, les travaux de reconversion des locaux, de déménagement, de démolition, l'entretien des espaces verts, l'entretien des véhicules, etc. Mission numéro 3, satisfaire les besoins du personnel maintenance. Il est évident que pour adapter sans cesse ces méthodes de gestion de production, et donc fatalement de maintenance, il est nécessaire d'impliquer et de motiver le personnel en lui laissant plus d'initiative et de responsabilité. De nombreuses études ont d'ailleurs mis en lumière la divergence qui existe le plus souvent entre les objectifs d'une entreprise et ceux de ses membres. « 5.3 Les stratégies de maintenance. Le responsable maintenance nouvellement nommé, se doit de mettre en place un certain nombre de stratégies pour répondre au bien fondé de sa mise en place. Préalablement à la mise en place de ces stratégies, il aura bien pris en compte le contexte dans lequel il se trouve. Il aura compris les orientations de sa direction. Il se sera concerté avec le responsable de l'exploitation des biens à maintenir. Ensuite, son premier acte sera d'identifier les risques dans une situation donnée, en n'oubliant pas qu'il hérite d'un passé et d'une politique de maintenance qui ne seront pas obligatoirement en adéquation avec ses objectifs. Ensuite, tout découlera de cet acte. Sans être exhaustif, les différentes stratégies à mettre en place peuvent être les suivantes. 1. Étudier les risques relatifs à la sûreté de fonctionnement, à la conception, en cours d'exploitation. 2. Optimiser le coût d'exploitation, quand et où investir, quand dépenser. 3. Exploiter le retour d'expérience. 4. Faire du benchmarking, afin d'apprécier ses propres résultats. 5. Proposer des solutions innovantes en termes de surveillance des équipements, diagnostic précoce, gestion des risques. 6. Sous-traiter des actions non prioritaires. Enfin 6. La conclusion de cette partie en mettant l'accent sur la responsabilité du chef du service maintenance. Face aux stratégies énoncées ci-dessus, la responsabilité du chef du service maintenance va être engagée sur 4 fronts. La responsabilité technique. Nature, spécificité, criticité du matériel qui lui est confié. La responsabilité sociale, dimension du service, savoir, savoir-faire, savoir-être. La responsabilité économique, valeur du parc matériel, investissement, budget de fonctionnement. La responsabilité politique, positionnement stratégique de la maintenance dans l'entreprise. On est loin des problèmes triviaux de comptabilité de certains dirigeants d'entreprise. Cela devient du management et le responsable maintenance devra s'entourer de toutes les compétences et déléguer suffisamment pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Les dirigeants de l'entreprise doivent l'avoir également compris. On comprend mieux aussi la nécessité de former des ingénieurs et des techniciens supérieurs aptes à appréhender les problèmes récurrents liés à la maintenance. Merci à vous. Et à la prochaine vidéo. Pour la vidéo suivante de cette série, qui porte sur les méthodes de maintenance, où on va traiter les points suivants. 1. Les notions de défaillance. 2. Les méthodes de maintenance et on terminera par les niveaux de maintenance.